La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, dans la clé du mystère, nous recevrons Didier Giraud, médium, et nous parlerons évidemment de médiumnité. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Didier Giraud, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes médium, vous communiquez avec les disparus. Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Quel a été votre parcours? Bon, c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire en résumé en fait. Comment j'ai découvert ma médiumnité? Un petit peu bizarrement. Je suis médium depuis que je suis tout petit. Mais tout petit, on s'imagine pas qu'on est différents les uns des autres. Et petit garçon que j'étais, j'ai toujours pensé que tout ce que je captais, tout le monde le voyait. Si c'était évident pour moi, c'était également évident pour les autres. Donc j'en parlais pas. On parle pas de choses qui sont évidentes. On va pas aller voir quelqu'un en disant ah tiens t'as deux yeux, ils sont de couleur bleue. La personne elle le sait. Ouais. Donc tout ce qui est évident pour soi, on a toujours tendance à penser que c'est évident pour les autres. Et c'est plus tard en grandissant que je me suis rendu compte que les autres n'avaient pas forcément le même mode de fonctionnement que moi par rapport aux infos que je pouvais capter. Un petit exemple, si à un moment donné une sortie est organisée et que je sens qu'il va y avoir un danger, un problème quelconque, peureux comme je suis, enfin surtout quand on est petit garçon, on va se dire non, il faut pas le faire, il faut pas y aller. Et j'imaginais que tout le monde avait capté la même chose que moi et que tout le monde serait d'accord avec moi. Au contraire, tout le monde disait si c'est une bonne idée, il faut y aller. Voilà. Et quand on est petit garçon, on a beau dire qu'on veut pas y aller, on fait pas le poids face à des adultes qui prennent eux la décision. Donc on est obligé de suivre tout le monde. Et je partais du principe que si ça se trouve, bien qu'ils aient eux capté l'incident qui allait se produire ou la mésaventure, je m'imaginais que du coup ils avaient probablement anticipé et qu'ils allaient pouvoir éviter la mésaventure justement. Mmh. Et quand l'événement négatif que j'avais perçu arrivait, là je comprenais pas. Je me disais mais s'ils le savaient, et pourquoi ils ne l'ont pas évité? Pourquoi? Voilà, j'étais plein de questionnements et je comprenais pas. Voilà. Mais ça se traduisait comment? C'était des ressentis? Alors oui, c'est sous forme de ressenti. Je ressens les choses au niveau du plexus solaire. Quand ce sont des choses positives, c'est comme si je pouvais prendre une grande inspiration. Je respire en grand, c'est une sensation qui est très agréable et je sais qu'il va se passer quelque chose de très positif. À l'inverse, quand c'est un événement négatif, alors là, c'est toujours au niveau du plexus, mais là, j'ai comme si on me coupait le souffle, comme si je recevais un coup de poing. J'ai comme un espèce de poids à ce niveau-là. Mmh. Bien évidemment, alors ça c'est, on va dire, la sensation un peu brute que j'avais quand j'étais petit, donc j'étais incapable de définir avec précision quel événement exactement allait se produire. Je savais simplement si c'était positif ou négatif. Bien évidemment, après, plus j'ai grandi, plus je me suis intéressé à cette particularité que j'avais, et plus j'ai réussi à l'affiner. C'est-à-dire que quand j'avais, par exemple, quelque chose de négatif qui allait m'arriver, je regardais chaque pan de ma vie et je me posais la question, est-ce que ça va concerner, par exemple, mes études? Oui. Et puis j'avais pas d'informations, il n'y avait rien qui m'arrivait, donc je partais du principe que si j'avais rien, c'est que ça concernait pas les études. Est-ce que ça concerne la famille? Est-ce que ça concerne la santé? Est-ce que ça concerne... Et puis au bout d'un moment, la sensation désagréable qui m'avait averti se remanifestait de nouveau dès que je touchais le domaine en question. Voilà. Donc ça s'affinait de plus en plus. Alors ça, je vais dire, c'est la médiumnité brute. Oui. La médiumnité spirite qui permet justement de recevoir des messages des défunts, elle m'est annoncée par mes guides en 2011. Oui, et comment ça s'est produit? Eh bien justement, alors j'étais tranquillement assis à mon bureau, donc disons que j'exerce mon activité depuis 2006 et jusqu'à 2011 c'était que de la voyance. Je recevais que des personnes qui étaient en questionnement par rapport à leur avenir professionnel, sentimental, familial, peu importe, mais c'était vraiment basé que sur de la voyance. Je suis en contact avec les guides, je reçois des informations de leurs guides qui les éclairent s'ils le veulent bien. Faut pas s'imaginer qu'on a droit d'avoir toutes les réponses non plus. Et je transmets, je partage cette vérité, ces informations qui me sont transmises. En 2011, j'ai
j'étais assis tranquillement à mon bureau où je reçois ma clientèle. Je faisais rien de particulier, j'étais simplement là assis et tout à coup, je ressens derrière moi une énorme boule d'énergie lumineuse, très bénéfique, très bienveillante. Donc j'ai compris que c'était une manifestation que je ressentais physiquement, mais que je ne verrais pas. Donc je me suis pas retourné pour essayer de les voir, parce que je sais que je peux pas les voir, mais j'ai capté, j'ai ressenti leur présence. C'était très très agréable, je me suis jamais senti aussi bien. Et à ce moment-là, ils m'ont délivré un message qui n'a pas duré longtemps, mais qui était... c'est comme si je recevais 10 messages d'un seul coup, en une fraction de seconde. Un petit peu comme si j'avais 10 postes de télévision devant moi, et avec 10 chaînes de télé différentes, 10 films différents. Mais j'avais cette capacité de tout comprendre en même temps. C'était incroyable comme sensation. Et ils m'ont annoncé qu'il était temps que j'arrête de barboter dans ma pataugeoire. Il était venu le temps pour moi d'aller dans le grand bassin pour apprendre à nager pour de vrai, donc là où j'ai pas pied, avec les champions olympiques. Avec les champions olympiques. Donc tout ça, c'était le message codé. Et j'avais simultanément la traduction en clair qui me disait qu'il était temps que j'arrête de faire mon petit médium, tranquillement, humblement de mon côté, et que je serais amené à faire des conférences, de plus en plus de conférences, et partout en France. Que ça commencerait même par Avignon. Alors sur le coup, je ne comprends pas, parce que Avignon, je suis nul en géographie, donc Avignon, je ne vois absolument pas où c'est. C'est chez nous. Je n'y ai jamais mis les pieds, et je connais personne de là-bas. Donc que mes guides m'annoncent que je serai amené à faire des conférences de plus en plus partout en France et que ça commencerait par Avignon. J'habite Bordeaux, je ne vois pas du tout où est Avignon, je connais personne de là-bas, donc ma première pensée c'est mais qu'est-ce que je vais aller traîner là-bas? Je ne vois pas comment ça peut se mettre en place. Le message ne s'arrête pas là, le message continue et ils me disent que dans un délai de 2 ans, je serai contacté pour participer à des émissions de radio. Bon bah voilà, aujourd'hui c'est Fréquence Évasion qui me contacte, il y en a eu quelques-unes avant, que dans un délai de 5 à 7 ans, on me demanderait d'écrire un livre et que je devrais faire 3 ou 4 passages à la télé. D'accord. À la fin du message, quand j'ai capté tout ça, c'était tellement incroyable, c'était tellement grotesque, c'était tellement inattendu, j'ai éclaté de rire. Et ma première pensée a été, là, le médium, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est branché, où est-ce qu'il a essayé de se connecter. Le voltage était trop fort, j'ai grillé mes antennes. Je n'y ai pas cru, mais absolument pas. J'ai éclaté de rire, je me suis adressé par la pensée à mes guides, et je leur ai dit, franchement, je ne vois pas comment ça peut arriver. Je laisse les choses venir à moi, mais je ne suis pas un vecteur, je ne crée pas les choses. Je me suis toujours dit que si j'étais réellement fait pour ça, les choses se feraient toutes seules. Je ne fais pas de pub, je ne me vante pas, je ne me mets pas en avant. Quand je rencontre des personnes, la première chose que je dis, je leur dis pas je suis médium. Au contraire, j'essaie de l'éviter. Je fais ça vraiment très simplement, très modestement, avec pas mal de timidité, on va dire. Donc je me voyais mal contacter des centres, des organismes, des associations pour me présenter en tant que médium et puis leur proposer un partenariat. Pas du tout. À partir du moment où je ne sème aucune graine, je ne peux rien récolter. Et j'ai donc dit à mes guides, franchement, je ne vois pas comment tout ça peut arriver, mais si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis. D'accord. C'était incroyable. Je ne voyais vraiment pas comment ça pouvait se manifester, parce que je savais que je ne ferais rien pour ça. Mais quelque part, je dois avouer que ça m'a flatté mon ego. Parce que je me suis dit que si vraiment on faisait appel à moi pour des conférences, pour de la radio, pour un livre, voire même participer à la télé, ça flattait mon ego et je me suis dit, alors là, ça veut vraiment dire que j'aurais beaucoup évolué dans mon cheminement spirituel, que je serais amené à avoir une certaine notoriété pour qu'on parle de moi. Ça m'a flatté, donc je leur ai dit, si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis. 15 jours après, un monsieur m'appelle. Donc pareil, j'étais à mon bureau, je décroche le téléphone, le monsieur se présentant comme Étienne Drapeau. Ah oui, Étienne Drapeau, la revue de l'au-delà. Voilà, mais moi, un monsieur que je ne connais pas. Étienne Drapeau, j'ai jamais entendu parler d'Étienne Drapeau. Je ne suis abonné à aucun magazine et je ne lis que très peu. Très peu, pourquoi? Parce que je pars du principe qu'un livre a été écrit par une personne humaine, que cette personne humaine, elle a son propre filtre, et quand bien même elle veut décrire ses expériences et les choses qu'elle a vécues, qu'est-ce qu'il me dit qu'elle les a réellement vécues? Qu'est-ce qu'il me dit qu'elle les a réellement interprétées? Qu'est-ce qu'il me dit qu'elle ne rend pas? Qu'est-ce qu'il me dit qu'elle ne se sert pas, elle ne s'appuie pas d'expériences d'autres personnes pour se les approprier? Voilà. Donc, je ne veux pas être influencé. Et pour ne pas être influencé, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas,
Je suis uniquement en connexion avec mon intuition, mes ressentis, les informations que je perçois de mes guides. Donc je ne lis pas et Étienne Drapeau, j'ai jamais entendu parler. Il me dit qu'il m'appelle d'une certaine Isabelle. Alors des clientes qui s'appellent Isabelle, j'en ai plein, c'est un prénom qui est commun, qui est courant. Donc moi je pensais que c'était un monsieur qui m'appelait pour prendre un rendez-vous et qui avait entendu parler de moi parce qu'une certaine Isabelle m'avait déjà consulté. Il me demande si j'ai 5 minutes, je lui dis oui, pas de souci. Il me pose des questions sur la médiumnité, sur comment ça se manifeste, depuis quand j'ai ça. Et moi j'avais interprété ces questionnements par quelqu'un un petit peu frileux, qui avait peur de tomber sur un charlatan et qui avait besoin d'être assuré. Je réponds naturellement à ces questions. Oui. Et en répondant naturellement à ces questions, le monsieur me dit, au bout de 5 minutes, il me dit, écoutez, c'est très intéressant tout ça. Comme je vous disais, je suis donc Étienne Drapeau. En fait, je suis le directeur de publication de la revue de l'au-delà. Ah oui. Dès qu'il me dit ça, ma première pensée, on a beau être médium, on a beau capter beaucoup de choses, il y a des fois on est totalement à côté de la plaque, mais là j'étais pas dans la médiumnité, j'étais dans le côté intellectuel et raisonnement, et j'en ai déduit que c'était un professionnel qui me contactait pour me proposer de me vendre de la publicité dans son magazine. D'accord. Voilà, c'est la première pensée que j'ai eue. J'ai déjà été contacté par mail ou par téléphone par des chefs de publicité qui me proposaient d'en vendre. Donc là, qu'il se présente en tant que directeur de publication de la revue de l'au-delà, je pensais qu'il voulait que je lui achète un quart de page, une demi-page ou une page entière dans son magazine. Et franchement, j'ai pas le budget pour. Je ne fais pas beaucoup de consultations par jour. Je ne suis pas une usine. On va dire, je fais du travail artisanal, pas à la chaîne. Je mise sur la qualité et non pas sur la quantité. Bien sûr. Je vis modestement. Ça me suffit et je m'en plains pas. Je suis très bien comme je suis. Je cherche pas à m'enrichir non plus. Et donc, vivant simplement, je n'ai absolument pas d'argent à dépenser pour mettre de la pub dans un magazine, etc. Et puis ça allait contre mes principes parce que j'ai toujours dit que si j'étais fait pour ça, ça se ferait naturellement. Donc, je ne l'écoute plus, je le laisse parler. J'attends simplement qu'il l'arrête pour lui dire, écoutez, je vous remercie de votre proposition, mais je ne suis pas intéressé. Le monsieur me dit que cette revue a aidé à parrainer dans toute la France environ 70 associations. Quand il me dit ça, mon raisonnement est toujours le même. Dans ma tête, je me dis, oui, 70 associations multipliées par environ 500 lecteurs, voire 1000 lecteurs, ça va faire entre 35 000 et 70 000 personnes susceptibles de voir ma publicité dans ton magazine. Ouais. Dépêche-toi d'abréger, que je puisse te dire que je ne suis pas intéressé. Lui continue dans son cheminement en me disant que ces associations invitent des médiums, des conférenciers qui expliquent un petit peu leur parcours, et puis ça se termine par une médiumnité publique. Je voudrais savoir si vous m'autoriseriez à communiquer vos coordonnées pour intervenir dans des associations. Et là, je prends conscience qu'à aucun moment il a prononcé le mot publicité, le mot prix, et comme j'écoutais d'une manière distraite, j'attendais simplement des mots-clés que je n'ai pas entendus, et à ce moment-là, je le fais répéter. Je dis, écoutez, excusez-moi, j'ai menti un petit peu, j'ai dit, je crois que la communication a été mauvaise, j'ai pas bien compris ce que vous me demandiez. Il répète, mais là, du coup, j'écoute très attentivement. Et quand il me demande donc de transmettre mes coordonnées à des associations pour que j'intervienne en tant que conférencier et médium, là, 15 jours seulement auparavant, j'avais reçu le message de mes guides, autant dire que j'étais totalement stupéfait. Mes guides m'ont déjà annoncé des grandes choses, des grands revirements de situation, des grands tournants dans ma vie, mais quand ils m'ont annoncé, jamais ça s'était mis en place 15 jours seulement après. Ça prenait plusieurs mois, voire plusieurs années. J'avais largement le temps de me préparer. Quand il m'avait annoncé tout ça, d'une part, je n'y ai pas cru, et parce que je n'y ai pas cru, moi j'ai mis ça de côté, et puis je focalisais pas dessus. Donc là, je suis totalement surpris, et je dis donc à Étienne Drapeau, je dis, alors écoutez, je suis obligé de vous dire oui, vous confirmez le message que j'ai reçu de mes guides il y a seulement 15 jours. Très curieux, il me dit, comment ça, racontez-moi. Je lui raconte, comme quoi ils m'ont annoncé que j'allais faire des conférences de plus en plus partout en France, et je précise, ils m'ont même dit que ça commencerait par Avignon. Et là, j'entends Étienne Drapeau au téléphone qui s'exclame, qui fait « Oh !» Il me dit « Écoutez, c'est incroyable. J'ai sous les yeux les coordonnées de l'association Les Roses à Avignon, la dernière association que nous avons aidé à mettre en place. Je voulais vous faire commencer par elle, j'attendais un signe, et vous venez de me le transmettre. » Oui, en effet. Et là, j'ai compris pourquoi mes guides m'avaient parlé d'Avignon. Nos guides nous connaissent parfaitement. Ils savent parfaitement comment nous allons agir et réagir. Ils savaient que j'allais pas y croire. Ils savaient qu'à l'avance, j'allais leur dire, si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis. C'est facile de promettre quelque chose quand on sait qu'il y
a aucune chance que ça puisse se réaliser. Je prenais aucun risque. Oui, oui. C'est comme si je disais, je donne 1 million d'euros à celui qui est capable de me tuer 10 fois et de me ranimer 10 fois. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et tuer d'une balle dans la tête et voilà. Là, je prends aucun risque à parier, puisque je sais que c'est pas possible. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes guides. Sauf que ça s'est réalisé. Et c'est là que tout a commencé alors finalement. Eh ben, ce que je n'avais pas compris moi sur le coup, et c'est là où après je suis rentré dans une grande panique, on va dire, c'est que quand il m'a proposé conférence et médiumnité à la fin, moi je pensais que c'était faire de la médiumnité à des vivants pour connaître leur avenir, pas de la médiumnité spirit, rentrer en contact avec les défunts. Il n'y a qu'à la fin, au moment où il allait pour raccrocher, qu'il me dit « Bon, écoutez, Monsieur Giraud, je suis ravi de cette conversation. Je vais raccrocher. Je rappelle aussitôt Michel Sicard, président de l'association Les Roses à Avignon, qui sera ravi de compter dans leur conférencier médium un nouveau et jeune médium pour entrer en contact avec les défunts. » D'accord. Et quand il a prononcé ça, alors là j'ai eu très peur. J'ai pris conscience de ce qu'il me proposait et immédiatement, j'ai pris une grande inspiration pour lui dire « Attendez, on s'est mal compris. » Oui. Je voulais tout arrêter tout de suite. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Au moment où j'ai fait et j'allais parler, j'ai entendu. Mais là, pour le coup, je ne suis pas clairaudient, mais pour le coup, j'ai vraiment entendu avec mes oreilles physiques. J'ai entendu. Si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis. Comme si on m'avait enregistré dans un dictaphone et qu'on me repassait l'enregistrement à ce moment précis. Au moment précis où j'allais dire « Attendez, ça je sais pas faire, ça j'en suis pas capable ». J'allais tout arrêter, parce que voilà, moi j'étais persuadé. Ça m'a tellement stupéfait que aucun son n'est sorti de ma bouche. C'est comme si j'avais plus d'air dans les poumons, j'étais totalement bloqué. Et j'ai pas pu parler. Et Étienne Drapeau a raccroché. Je me suis retrouvé bêtement avec le téléphone à la main, la bouche grande ouverte et incapable de parler. Ils sont malins de l'autre côté. Ah oui, j'ai reposé mon téléphone. Toute la journée, je n'ai pas été bien. Toute la journée, j'ai passé mon temps entre assis sur mon bureau, sur mon fauteuil de bureau, à essayer de respirer calmement, de me calmer. Mais j'étais tellement nerveux qu'il était impossible pour moi de rester assis. Du coup, je me relevais de nouveau, et je marchais, je tournais dans la pièce, et je m'adressais à eux, et je leur disais, mais vous faites quoi? Vous me dites, c'est quoi là? Mais j'ai jamais fait ça, je sais pas faire ça, c'est pas ma compétence à moi. J'étais vraiment paniqué. Et je leur ai dit, mais si j'y vais, mais tout le monde va me prendre pour un charlatan. Je vais être l'arrivée de tout le monde. J'étais vraiment pas bien, paniqué. Chose incroyable, durant les 2 mois qui ont suivi cet entretien, dans les 2 mois qui ont suivi, dans les consultations de voyance que je faisais, j'ai capté une dizaine de défunts. D'accord. Et j'étais moi-même surpris. Et c'est pas ce que je recherchais, ça venait tout seul. À un moment donné, il y a une dame qui me consultait pour connaître son avenir professionnel. Et moi, la seule chose que je captais, c'était une vieille dame pour laquelle elle s'était fait du souci pour sa santé. Et là, je lui dis, écoutez, vous vous êtes fait du souci pour une vieille dame par rapport à sa santé. Elle me dit, quand vous me dites ça, la seule personne à qui je pense, c'est ma grand-mère. Oui. Et je lui dis, ça remonte à combien? Ça remonte à 1 an, 2 ans? Et elle me dit, ça remonte à 2 ans. Et là, je parlais à l'imparfait, au passé, et j'ai compris que, du coup, c'est pas qu'elle était guérie, cette dame, c'est qu'elle était décédée. Et je lui dis, mais attendez, mais votre grand-mère, elle est décédée? Elle me dit oui. Et je sentais une présence, comme quand je sentais la présence de mes guides quand j'étais plus petit. Et du coup, je lui dis, votre grand-mère, elle était comme ceci, elle était comme cela. Je la décris physiquement, elle me dit oui. Et je lui donne plein d'indications. Je lui dis, à la fin de sa vie, votre grand-mère, elle était en fauteuil roulant? Elle me répond oui. Je dis, mais elle n'était pas en fauteuil roulant parce qu'elle était handicapée. Elle n'a pas eu d'accident, elle n'était pas paraplégique. Je lui dis, elle était en fauteuil roulant simplement parce qu'elle avait plus suffisamment de force dans les jambes pour se tenir debout correctement. Elle pouvait se mettre debout, mais ça lui coûtait beaucoup d'efforts et elle ne pouvait pas y rester longtemps. Elle me confirme. Et après, j'ai parlé de la succession, le bien qu'elle avait laissé, le problème par rapport à ce bien, cette maison avec un côté au niveau du toit où il y avait une infiltration d'eau qui faisait une infiltration également au niveau des murs, qu'il fallait faire les réparations, sinon il y aurait un ravalement de façade, ça coûterait plus cher. Enfin, j'ai plein de détails comme quoi elle avait des oiseaux chez elle, les 3 variétés de fleurs avec lesquelles elle faisait des bouquets. Je suis un homme, moi je ne m'y connais pas en fleurs, je ne suis pas fleuriste. Mais voilà, j'ai donné tout un tas d'indications. C'était vraiment quelque chose d'incroyable et de tout nouveau. Moi-même, j'étais émerveillé. Et à la fin, cette dame-là m'a avoué qu'elle, depuis 2 ans, elle avait fait le tour des médiums parce qu'elle espérait rentrer en contact avec sa grand-mère, que finalement elle avait été déçue et que là aujourd'hui, elle voulait simplement contacter un voyant pour connaître son avenir professionnel et que j'étais le seul
à lui avoir réellement donné des messages de sa grand-mère. Je lui ai même dit qu'elle lui avait fait un signe. Le signe était très très précis, c'était en rapport avec de la fleur d'oranger. Tout était limpide, tout était précis, et même moi je découvrais en même temps les choses. C'était vraiment incroyable. Donc ça a duré comme ça pendant 2 mois. Et à ce moment-là, est-ce que vous étiez en clairaudience, en clairvoyance, ou simplement, comme vous me disiez tout à l'heure, c'était du ressenti? Alors, après, tout dépend de la définition des mots. Pour moi, j'imagine que la clairvoyance, c'est voir avec ses yeux physiques. Je ne vois pas oui, c'est ça, avec ses yeux physiques. Clairaudience, c'est entendre avec ses oreilles physiques. Oui. Moi, je peux voir, mais à l'intérieur de mon esprit. Je peux avoir des mots qui me sont donnés, mais pareil, à l'intérieur de mon esprit. Oui, mais alors, quelque part, c'est peut-être un peu la même chose, c'est-à-dire, ça donne le même résultat, parce que moi, je sais que un jour, j'ai entendu une voix télépathique, et cette voix télépathique, je sais qu'elle venait pas de l'extérieur, qu'elle venait de l'intérieur de moi, mais par contre, elle était aussi forte qu'une voix normale, physique. Donc, est-ce que ça donne le même résultat? Disons, le même résultat, je ne saurais pas dire, parce que je ne peux pas comparer. Il y a que la fois où vraiment, comme je disais tout à l'heure, où j'ai entendu. Si vous mettez ça sur mon chemin, je vous promets, je relève tous les défis, comme si on m'avait enregistré au dictaphone. Oui. Là, vraiment, j'ai entendu. Là, c'était. Puis pourtant, j'étais tout seul dans la pièce, donc oui, ça surprend. Ça n'a pas la même portée, c'est pas le même son. Mais après, peu importe qu'ils utilisent un moyen ou un autre, ce qui est important, c'est le message en lui-même. Oui, bien sûr. La véracité de ce message-là, la force de ce message-là. Et quand je capte les choses de l'intérieur, je les capte également au niveau émotionnel, au niveau sensitif. Donc j'ai les émotions qui vont avec. Et ça, c'est très riche, parce qu'un mot, on peut le définir d'une manière, on va dire, intellectuelle. Mais un mot, il peut avoir plusieurs définitions. Je vais donner un exemple tout bête. Le mot « con ». Oui. Con, ça peut être très péjoratif. Si on dit à quelqu'un « gros con », voilà, c'est très péjoratif, donc c'est très grossier. Mais moi, j'adore quand je fais une bêtise, parce que je suis quelqu'un de très taquin, j'aime bien blaguer, et qu'on me regarde, et puis on me fait... et qu'on me dit gentiment « t'es con ». Oui, j'ai une cousine qui me disait gentiment quand j'étais gamin, parce que j'étais un petit peu, je me laissais un peu faire, quoi. Elle me disait, alors petit con, quand est-ce que tu vas réagir? Et ça, c'était gentillet. Voilà. Donc, tout va dépendre, en fait, c'est un mot, tout dépend de l'intention que l'on met dans le mot. Et l'avantage de capter les choses à l'intérieur, c'est que quand j'ai un mot, je sais si le mot a une connotation positive ou négative. D'accord. Voilà. Ou alors, il y a des fois, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, c'est parce qu'on me donne un mot qui n'appartient pas à mon vocabulaire, et un mot dont je ne sais même pas s'il existe vraiment. Et ça, c'est pareil, c'est troublant. Alors, du coup, maintenant, je travaille avec un dictionnaire à côté de moi, parce que il y a des fois, je ne comprends pas ce que l'on me fait dire. Ça parle à la personne qui est en face de moi, la personne en face de moi, elle comprend tout, mais moi, je suis le seul qui ne comprend pas. Par moment, je dis à la personne, attendez, là, j'ai besoin de vérifier, parce que j'explique à mes clients, là, je ne comprends pas ce que je vous raconte, et moi, je suis totalement paumé, et si je suis paumé, ça me met dans une situation où je perds confiance, et j'ai envie d'arrêter. Didier Giraud, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons médiumnité en compagnie de Didier Giraud, c'est la clé du mystère. Quels sont les principaux messages que vous délivrent les disparus? Alors, la première chose que je capte, en règle générale, ils se font reconnaître. Ils vont pas adresser immédiatement un message bateau, je suis bien, je vais bien, ne sois pas triste, etc. D'abord, ils se font reconnaître. Ils se font reconnaître, c'est-à-dire ils vont me parler d'eux, du temps de leur vie terrestre. Et donc, je vérifie avec la personne. Je dis, voilà, tiens, un jour, lors d'une consultation, pareil, une dame qui voulait que de la voyance, tout à coup, je capte Robert, Papy Robert. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. Je demande à la dame, à ma cliente, c'était par téléphone, je lui dis, vous aviez un grand-père qui s'appelait Robert? Et là, elle me dit, Papy Robert? Oui, pourquoi? Je dis, écoutez, je sais pas, il y a ça qui me vient et je sens une présence à côté de moi, une présence masculine, donc je pense que c'est lui. Et donc, pour le vérifier, comme d'habitude, il me montre des images. Alors, la première chose qu'ils me disent, c'est depuis quand ils sont partis et de
Est-ce que c'était il y a tant de temps? Est-ce que quand je pose une question, c'est parce que j'en sais rien moi. Je veux simplement vérifier l'information. Bien sûr. Et à chaque fois que je pose la question, systématiquement, j'ai un oui. Voilà. Alors oui. Et à un moment donné, j'ai visualisé, comme si on me montrait, comment je veux dire, vous savez, comme au restaurant, quand vous demandez une bouteille de vin, il y a le serveur qui la penche légèrement et qui vous montre l'étiquette. Oui, c'est vrai, oui. Et ben, j'ai cette image-là. Deux mains qui tenaient une bouteille de vin, légèrement penchée en arrière. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, tiens, le papy devait beaucoup aimer le vin. Oui. C'est un peu symbolique, finalement. Oui. Et donc, je dis à ma cliente, ah, visiblement, votre papy aimait beaucoup le vin parce qu'il me montre une bouteille de vin. Et là, elle me dit, non, s'il vous montre une bouteille de vin, c'est qu'il était producteur de vin. D'accord. Voilà. Donc, le symbole est toujours juste. C'est l'interprétation que fait le médium qui peut être faussée. Alors, c'est difficile, justement, de ne pas se tromper dans l'interprétation. Personne ne peut prétendre ne pas se tromper. À mon avis, c'est pas possible. Oui, c'est pas évident. Hein. Ça peut être une erreur d'interprétation. Après, c'est pas grave. Quand j'ai dit, il devait aimer le bon vin parce qu'il me montre une bouteille de vin, bon, ça prête pas à confusion. Elle savait qu'il était producteur de vin, donc ça l'a pas troublé outre mesure, et elle a mieux compris le symbole que moi. Le tout, c'est d'essayer de transmettre l'information telle qu'elle nous vient, sans chercher à l'interpréter. Alors, il y a des symboles, il y a des images qui doivent être beaucoup plus précises que d'autres. Oui, alors il y a des fois, effectivement, ça peut être tiré par les cheveux. J'ai plus d'exemples précis en tête comme ça, mais il y a des fois, oui, on pédale, on mouline pour essayer de comprendre. J'ai pas d'exemple précis, je peux pas en donner. Mais enfin, à tous les coups, ça fonctionne de toute façon. Oui. Ou vraiment, si ça fonctionne pas, c'est que j'ai pas un bon contact. C'est comme le téléphone portable. Oui. On a tous un téléphone portable, on peut se contacter. La plupart du temps, ça passe bien. Et puis, il y a des fois, il y a des interférences, on a du mal à s'entendre. Il y a des fois, ça peut arriver. Et moi, dans ces cas-là, j'insiste pas. D'une part, parce que c'est très épuisant. Quand le contact passe bien, physiquement, tout va bien. Quand le contact est difficile, c'est un petit peu comme une communication téléphonique. Quand vous avez du mal à comprendre ce que l'autre dit, vous faites un effort de concentration, puis c'est épuisant de pas comprendre. Eh ben, c'est pareil. Donc à ce moment-là, quand je donne une information, deux informations, trois informations, et puis que la personne qui est en face, elle me dit non, ça me parle pas, ou non, ça surtout pas, j'insiste pas. Je dis à la personne, bon bah écoutez, c'est peut-être pas le moment, ou alors je suis pas le médium qui va réussir à entrer en contact avec cette personne-là. Est-ce que les disparus vous parlent de leur vie dans l'au-delà? Alors oui, tout à fait, ça arrive. Il y a l'exemple que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, c'était, j'ai fait une conférence à Rambouillet dimanche, et l'un des contacts que j'avais, donc un jeune garçon qui avait mis fin à ses jours de manière volontaire, et je le décris comme étant quelqu'un d'impatient, quelqu'un qui était idéaliste et qui voulait obtenir tout de suite, rapidement, et qui supportait pas la contrariété, qui supportait pas les difficultés, etc. Ça le frustrait. Et du coup, c'était pas le mauvais bougre, mais comme il était impatient, il se mettait un petit peu tout le monde à dos. Donc c'était pas évident, c'était pas facile pour lui. Et ce qu'il m'a montré, donc il m'a montré qu'il avait beaucoup évolué. Et du coup, de l'autre côté maintenant, on a bien pris soin de lui. Il a eu des guides qui ont été très patients, qui l'ont écouté. Parce que quand il est passé de l'autre côté, il avait besoin de dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Avant de comprendre que finalement, il n'avait pas une vie malheureuse. C'est simplement sa vision de sa vie sur Terre qui était erronée parce qu'il était trop dans l'ego. Ils l'ont écouté patiemment. Ils l'ont bien accompagné. Et du coup, de l'autre côté maintenant, c'est lui qui accompagne les personnes qui arrivent dans un état encore de souffrance ou de colère, et il fait ce que ses guides avaient fait pour lui, à savoir prendre le temps de les accueillir, prendre le temps de les écouter, etc. Un petit peu comme si vous étiez frustré d'une journée, que le soir en rentrant, vous passez toute la soirée à vous plaindre auprès de votre femme, et pour rien, la pauvre, c'est un petit peu comme si elle avait le rôle de la psychothérapeute, mais ça vous permet, vous, d'évacuer la pression. Bien sûr. Et c'est ce qu'il fait de l'autre côté. Très souvent, ils me disent, les personnes également, qu'ils ont retrouvés. Ils peuvent me donner des prénoms. Alors là, quand ils me donnent des prénoms, moi j'adore ça parce que c'est très précis un prénom. Je décris la personne, je décris quand elle est partie, si c'était avant ou après la personne avec laquelle je suis en contact. Je donne des caractéristiques et la plupart du temps, ça parle avec le prénom. Donc ils se retrouvent et puis je dis ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils se reposent un petit peu comme s'ils se détendaient, comme si c'était des vacances. Il y en a d'autres qui ont envie de se charger d'une mission. J'ai le cas, par exemple, d'une jeune femme qui est décédée trop jeune et elle n'a pas eu d'enfant. Et elle adorait les enfants. J'ai pu vérifier avec sa maman. Je lui ai dit,
enfants de l'autre côté. Les enfants qui meurent en bas âge, elle les accueille de l'autre côté. C'est comme si elle était monitrice d'une garderie et que les enfants passaient... Enfin, voilà, c'est quelque chose vraiment de très très joyeux. Oui. Et c'est dans la notion de plaisir, c'est vraiment un amour partagé. C'est pas un travail, il n'y a pas de notion de travail. Il y a des fois on n'a pas envie de travailler, mais on n'a pas vraiment le choix, on le fait. Bah oui. Là-bas, non. On n'a pas envie, on fait pas, et c'est pas grave, personne nous en veut. C'est comme une distraction. C'est comme un grand plaisir, voilà. Voilà. Distraction, le mot n'est pas tout à fait juste. Oui. Ce serait... j'ai pas le mot en tête, il me vient pas, mais... C'est comme ici sur Terre, quand on a un travail qui nous plaît, artistique, on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler. Quand on travaille... c'est une passion. Voilà. C'est une passion. On peut sauver les choses dans la passion. Ouais. Donc ça nous plaît, et quand on fait les choses qui nous plaisent et qu'on les fait avec le cœur, ça nous fait grandir, ça nous remplit d'énergie, on est bien. Quand on fait les choses à contre-cœur et qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie mais qu'on se force, là ça nous coûte énormément en énergie. Oui. Et de l'autre côté, si tout à coup j'ai envie de jouer d'un instrument, mais que c'est vraiment une envie qui vient de l'intérieur, je vais pouvoir le faire. Ouais. Il n'y a pas de notion d'ego, il n'y a pas de notion de compétition, on ne se compare pas les uns par rapport aux autres. C'est ça qui est génial. Ouais. Oui, après, ici on est toujours dans la dualité, dans le jugement, et ça devient fatigant au bout d'un moment. Non seulement c'est fatigant, mais c'est surtout destructeur. Oui. Parce que comme vous dites fatigant, ça veut dire que ça vous épuise. Ça veut dire que petit à petit, ce sont vos énergies qui s'amenuisent. Et quand les énergies sont trop basses, après vous vous mettez en danger. Énergétique, physique, émotionnel, intellectuel. Mais vous vous mettez en danger. Et donc c'est destructeur. Alors, les auditeurs nous posent souvent des questions sur la réincarnation. Est-ce que vous avez eu justement des informations venant des disparus sur cette réincarnation ? Alors, des disparus en eux-mêmes, non. Parce que si je rentre en contact avec un esprit et qu'il me dit qu'il s'est réincarné, je vois pas comment je peux rentrer en contact avec lui. Non, mais il pourrait savoir comment se passe le processus de réincarnation, etc., etc. Il pourrait avoir même pris conscience de ses vies passées. Alors, ce que je sais, parce que je l'ai vécu, c'est-à-dire à l'époque, quand j'étais dans mon ancien travail, j'avais des déplacements clientèle, et une nuit je dormais à l'hôtel, et durant cette nuit-là, mes guides sont venus me chercher, ils m'ont emmené de l'autre côté, dans cet autre plan. Bon, c'est magnifique. Oui, alors justement, décrivez-nous ce que vous avez vécu. Alors, la première chose, tout est frappant. Il n'y a pas une chose qui m'a frappé en particulier, tout m'a frappé. Oui. Tout est spectaculaire. Déjà, cette sensation de légèreté. On n'a pas un corps qui est lourd, qui a du mal à se mouvoir. On n'a pas un corps qui fait mal au niveau physique. Tout n'est que légèreté. On se déplace sans aucun effort. Il n'y a pas de notion d'effort. Oui. Il y a cette capacité de voir infiniment près comme infiniment loin. La notion de se mouvoir pour se déplacer, alors on a un corps énergétique, on peut marcher comme avec le corps physique, mais on n'est pas obligé. On peut se laisser glisser dans l'astral, comme si on volait, comme si on lévitait, mais sans le moindre effort. C'est un petit peu comme si vous preniez un escalator, que l'escalator vous fait avancer, mais que vous aviez à la main une télécommande qui vous permet de réguler la vitesse. D'accord. Oui. Donc on peut se mouvoir très très rapidement, on peut y aller tranquillement, tout doucement pour bien s'imprégner de la beauté des lieux, parce que tout est beau de l'autre côté, donc on a envie de prendre son temps. Mais c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de téléportation, tellement ça peut être rapide. La faculté de se mouvoir, c'est un petit peu comme si on était dans l'eau. Je comprends bien. C'est comme un mélange d'air et d'eau. Dans l'eau, on sent l'eau autour de nous, et puis avec des mouvements, on peut nager. Sauf que l'astral est beaucoup moins compact que l'eau. C'est pour ça que je dis c'est un mélange entre le côté, entre l'air et l'eau. Donc il y a ça. La deuxième chose qui est incroyable, il n'y a plus aucun souci de communication. Et on est dans une vérité absolue. Pourquoi ? Parce que dès que je pense quelque chose, j'envoie cette pensée et j'envoie également les sentiments qui accompagnent cette pensée. Ça veut dire que l'autre qui est en face le réceptionne tel que vous l'envoyez. Il n'y a plus d'erreur d'interprétation. Et ce qu'on m'avait montré cette nuit-là, c'est quelqu'un qui venait tout juste de décéder, qui était attendu, qui était accueilli par des personnes qui l'ont connu, mais qui étaient décédées avant elle. Et ce monsieur donc qui venait à peine d'arriver, donc il était surpris, il découvrait tout ça pour la première fois. J'ai bien compris que, vu son étonnement, c'est quelqu'un qui ne croyait pas en tout ça, donc il se demandait ce qu'il faisait là, qu'est-ce que c'était que ça, s'il n'était pas en train de dormir, en train de rêver. Et donc il y a un monsieur, un homme qui s'approche de lui, qui l'accueille. Et quand il a vu cet homme, alors c'est ça qui est incroyable, c'est pas mon histoire, mais il suffisait simplement des spectateurs pour savoir exactement tout ce qui s'était passé. On est
vraiment dans une forme de connaissance universelle absolue. Alors finalement, il n'y a plus de faux concepts. Non, il n'y a plus aucun faux concept. Quand vous passez de l'autre côté, si vous voulez vous intéresser à l'aspect médical, eh ben, immédiatement, vous êtes imprégné de la connaissance médicale et vous savez absolument tout sur tout. Parce qu'ici, on ne peut pas réagir normalement avec les gens. Ils sont bourrés de jugements, de préjugés. Donc, on ne peut pas agir les uns et les autres comme on devrait le faire, même traduire ses sentiments ou n'importe. Donc, de l'autre côté, on ne se pose pas la question, ça se fait automatiquement. Voilà, c'est ça. C'est dans l'exemple que je donne là, donc, ce monsieur qui vient de décéder, qui passe de l'autre côté, il avait le monsieur qui l'accueille en face, c'était son beau-père, qui était décédé des années auparavant. Ce monsieur, ce beau-père-là, c'était quelqu'un qui avait une belle situation. Mais dans la fin de sa vie, il était devenu un petit peu sénile, et donc il n'était plus capable de payer ses factures à temps, il oubliait tout, il égarait tout, etc. Donc ils ont placé le beau-père dans une maison de retraite de repos pour qu'on s'occupe de lui, sur le plan médical, etc., qu'il ait le moins d'affaires possible à gérer. Et puis lui avait procuration sur ses comptes, et c'est lui qui gérait ses comptes. D'accord. Et en fait, en gérant les comptes, comme le beau-père était âgé et qu'il avait une belle situation et qu'il n'avait pas besoin d'autant d'argent que ça, il s'était autorisé à faire des dépenses sur le compte du beau-père, mais des dépenses personnelles. Et quand il est arrivé de l'autre côté et qu'il l'a reconnu immédiatement, alors il a été étonné, mais immédiatement également lui est revenu le souvenir et la culpabilité. Oui, je comprends, ouais. Et à ce moment-là, il lui a dit « Oh, c'est là, mais... je suis content de te voir ». Mais en réalité, c'était pas vrai, parce que son sentiment, il était plutôt rongé par la culpabilité, il avait honte de lui. Bien sûr. Et en fait, il envoie une pensée, mais qui est en disharmonie, en désaccord avec ce qu'il ressentait. Oui. Il a immédiatement, son corps énergétique a pris des couleurs sombres, s'est assombri. D'accord. Quand vous êtes dans un monde de lumière, que vous voyez à 360 degrés dans toutes les directions, que tout est beau, que tout est lumineux, et que tout à coup, dans cette beauté magnifique, vous avez du gris qui se forme, ça tire l'œil. Oui, je comprends, oui. Ça veut dire que tout le monde a été témoin de ça, tout le monde l'a vu, et lui, il a pris immédiatement conscience que tout le monde avait vu son mensonge. Oui. Il a une réaction purement terrestre, il s'est caché le sexe. C'est comme s'il était tout nu, et qu'il avait honte d'être tout nu, et que il se cachait ce qui est de plus intime. C'est un petit peu ici, quand on nous disait, quand on était petit, tu fais attention, t'as le bout du nez qui remue. Ah oui, maintenant vous me dites ça, effectivement, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Oui, quand on était petit, qu'on disait des bêtises, on nous disait, bon, ça suffit, t'as le bout du nez qui remue. Et donc du coup, oui, voilà, c'est l'expression qui dit ça se voit comme le nez au milieu du visage. Exactement. Voilà. Donc là, il était pris en flagrant délit, mais parce qu'il était gêné, parce que et alors que celui qui était en face, lui, s'en fichait. La seule chose qui compte, c'est l'amour. Il a été honnête, il s'estimait bien, il s'appréciait bien tous les deux. C'est la seule chose qui compte. Peu importe qu'après, il ait dépensé de l'argent du beau-père pour changer de voiture, ou s'acheter une piscine, ou faire des travaux dans la maison, etc. De toute façon, sa fille était la seule héritière. Il n'y en avait pas d'autre, donc l'argent lui serait revenu à sa fille après. Mais à ce moment-là, on n'est pas jugé, on est pardonné, non, quoi. On n'est pas jugé, on n'est absolument pas jugé. De l'autre côté, il n'y a pas pire juge que soi-même. C'est vrai, oui. C'est-à-dire qu'on connaît notre histoire. On nous fait, il n'y a pas de jugement. Simplement, on nous fait défiler le film de notre vie. On nous montre chaque étape de notre vie. On est à la fois spectateur et acteur. Spectateur parce qu'on revoit tout ça, mais on est en même temps acteur parce qu'on ressent les émotions que l'on a fait naître dans ceux qui ont croisé notre chemin, notre parcours terrestre. Ça doit pas être facile. À un moment donné, dans une journée, j'étais mal luné, j'ai mal dormi, je me sens agressé, il y a du bouchon sur mon chemin pour aller au travail, et que j'arrive au travail et que il y en a un, il me saute dessus et j'ai à peine le temps d'arriver, de me détendre, que il me dit au fait ton client il t'appelait, et que du coup je l'envoyais chier parce que je stresse trop et que je me décharge sur lui, et je vais revoir cette scène, mais je vais également vivre la souffrance qu'a vécue cette personne à ma faute, par ma réaction. C'est ce que nous disent les expérienceurs de NDE. Oui, alors ça c'est génial. Ce rêve que j'ai fait, il y a facilement 15 ans en arrière. Bon, j'ai fait un rêve. Pour moi c'était qu'un rêve. N'empêche que c'était tellement flagrant, tellement marquant que le matin quand je me suis réveillé, j'ai pris le papier à lettres de l'hôtel qui était dans la chambre. Je me rappelle encore, en haut, il y avait écrit Hôtel de France avec un logo. Et j'ai écrit de ma main tout le contenu de mon rêve. Tellement c'était magnifique et tellement j'avais peur d'en oublier des détails. Et j'ai donné un titre à mon récit et je l'ai intitulé « Le voyage de
l'âme. D'accord. Le soir, je rentre, je raconte mon rêve à mon ex-femme, en disant que c'était fabuleux, que c'était magnifique, et je lui décris tout ce que j'ai vécu, mais bon, quelque part, c'est qu'un rêve. Je ne sais pas si je l'ai réellement vécu, mais bon, c'était tellement magnifique, et j'étais dans un tel état de conscience que un rêve, il y a plein de pans du rêve qu'on oublie, qui sont flous, ou c'est incohérent, alors que là, tout était d'une précision incroyable, Oui. tout était cohérent. Oui. Et il y a des rêves qui sont très marquants, qu'on n'oublie jamais. Ah ben, là, tout le rêve en question, tout le rêve, absolument tout le rêve est marquant. Il n'y a pas un détail que j'ai oublié. Ouais. À chaque fois que j'en parle, c'est comme si j'en avais rêvé là cette nuit. C'est grave, c'est comme un tatouage. Un tatouage, 10 ans après, il est toujours présent, il est toujours là. Voilà. C'est toujours aussi net, toujours aussi précis. Donc c'est vraiment incroyable. Cette notion de connaissance universelle, on arrive de l'autre côté, on sait tout sur tout. On sait, si on veut se rappeler de nos vies passées, on se rappelle. Oui. Ça fait... Donc on sait absolument tout. Et donc, il y avait un petit côté frustrant parce que c'était qu'un rêve. Et un jour, donc des années plus tard, sur M6 passaient les émissions de télé faites par Stéphane Alix, Oui. reporter d'investigation, qui s'est intéressé au paranormal, qui interviewait des expérienceurs, qui interviewait des médiums, des psychiatres, etc. Et de là, je suis tombé sur 2 témoignages à la télé. Le témoignage de Nicole Dron. Un petit coucou à Et Nicole. le témoignage de... comment il s'appelle le monsieur? Il est décédé il n'y a pas longtemps, début d'année. Oui, de Toulouse. Attendez, Ah, zut, on a un trou de mémoire tous les deux. oui, j'ai plus le prénom. Mais du coup, quand j'ai entendu leur témoignage, mais j'étais excité sur mon canapé. Je sautais sur place et mon ex-femme qui était sur ma gauche, je lui tapotais son avant-bras droit avec ma main gauche. Et je dis, écoute, regarde, t'entends ce qu'il dit? Tu te rappelles quand je t'ai parlé de mon rêve? Tu te rappelles? Ils sont en train de dire exactement la même chose. Et j'étais vraiment emballé. Pour moi, c'était incroyable. J'étais en train de me dire, mais alors donc j'ai pas rêvé, donc c'est vrai. Donc voilà. Sauf que moi, je suis pas décédé, je suis pas passé par le tunnel de lumière. C'est Mehdi qui sont venus me chercher, qui m'ont emmené de l'autre côté. Jean Morzel de Toulouse. C'est ça. Oui, Jean Morzel qui était un homme vraiment formidable, qui était un rayon de soleil. Hein, et il a témoigné ici chez nous. Nicole, c'est une amie. Nicole a vécu une très belle expérience. Oui, alors Nicole, après je l'ai vue en conférence à l'association Tracing Diagonale à Villeneuve-d'Ornon, Ouais. juste à côté de Bordeaux. Ouais. Et tout le long de sa conférence, j'ai eu les larmes aux yeux parce que tout ce qu'elle disait, c'est comme si chaque cellule de mon corps vibrait en harmonie avec elle. Et tout ce qu'elle avait vécu, c'est comme si je le ressentais intérieurement. Et notamment, là où j'étais profondément marqué, c'est quand elle raconte que face à son guide, son ange gardien, il lui a simplement posé 2 questions. Comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Ouais. Voilà. Et là, effectivement, on fait quoi sur Terre? On est enfermé dans un système, on manque de liberté. Ah oui. Et puis la plupart du temps, Ah ouais. on peut pas faire tout ce que l'on veut, tout ce qu'on aimerait. Ah non. Il y a une frustration, et dans cette frustration, on se dit, zut, moi j'ai pas envie de me priver, donc je fais ça pour moi. Ouais. Et donc, au quotidien, on a l'habitude de vouloir se faire plaisir parce qu'on est frustré de la vie. C'est vrai que c'est très difficile, hein. Voilà. On focalise sur notre bien-être, sur le côté éventuellement familial, Oui. le noyau vraiment intime. Oui. Mais les personnes que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne les connaît pas, on ne lève pas le petit doigt. Alors que c'est des personnes qui sont peut-être en souffrance, alors que c'est des personnes qui demandent peut-être 3 fois rien, mais nous on va se cacher derrière oui, j'ai pas le temps. Oui, c'est vrai. Là, un exemple qui est tout bête, on conduit, on est stressé, on est à la bourre, quelqu'un arrive sur le côté, elle a incédé le passage, elle a incédé le passage, tant pis, moi je passe et puis elle attendra. Oui, mais ça fait peut-être déjà 5 minutes qu'elle attend, avec tout le monde qui passe et personne qui la laisse passer. C'est ça, on manque un petit peu de courtoisie de nos jours. Une courtoisie qui existait avant, finalement, qui disparaît dans cette société complètement, chaotique, hein, on peut dire les choses comme elles sont. C'est très difficile ce passage que l'on vit en ce moment-là, donc il faut être un peu plus vigilant. C'était début d'année dernière. J'étais totalement révolté par le système, par tout ce qui était mis en place, par la restriction des libertés, vraiment révolté. Et quand je suis révolté, je m'adresse à l'univers. Parce que j'ai personne en face de moi pour faire part de ma révolte. Je m'adresse à l'univers et je dis, mais c'est du n'importe quoi ça. Ah oui. Vous laissez faire ça. Oui, c'est vrai. Bon, ils sont pas en charge d'administrer la planète Terre. On a notre libre arbitre, la planète Terre nous a été confiée, on en fait ce qu'on veut avec notre libre arbitre. La seule chose ils m'ont dit, avant de juger les autres, regarde ce que toi tu fais. Le plus important, ce n'est pas ce que font les autres. Le plus important, c'est ce que tu fais toi.
Oui, c'est vrai. Donc j'étais en train de décrier les autres. Ouais. Ils m'ont aidé à réorienter mon regard. Et le plus important, c'est ce que je fais moi. Si le système ne me plaît pas, d'accord, mais qu'est-ce que moi je fais? Pour le changer, oui. Il faut être juste. Mais on essaye. Il y a beaucoup de personnes, de gens magnifiques qui essayent de faire quelque chose. Et c'est pas facile. Et on voit que de toute façon, là, on s'en va de plus en plus dans un monde chaotique. Alors, bon, on est sur Terre, nous, donc c'est pas évident. Et le passage que l'on vit actuellement est extrêmement dur. Oui, il est pénible, il est difficile, et malheureusement, il va l'être de plus en plus. Bah oui, on va aller où comme ça? C'est ça le problème. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience massive. C'est la quantité. Voilà, il y a une expression qui dit l'union fait la force. Oui, tout à fait. C'est la quantité des personnes qui sont en souffrance, la quantité des personnes qui vont trouver que tout est injuste, qui font que, au bout d'un moment, on va se regarder puis on va se dire tiens, mon voisin il pense comme moi, je le vois dans son regard où il est totalement, je peux pas dire inexpressif parce qu'au contraire c'est très expressif, mais comme si totalement incohérent. Voilà, je comprends pas comment on en est arrivé là. Et on va voir ça de plus en plus, et de plus en plus, on va avoir envie de changer tout ça, parce que finalement, ce système-là, il n'est profitable que pour ceux qui le dirigent. Exactement. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que il y a des gens qui font plein de choses. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit un peu partout. Mais on a l'impression qu'on doit porter la Tour Eiffel à bout de bras tellement que c'est dur. C'est vraiment dur. Oui, mais alors là, ce que je capte instantanément, on me dit, mais ça c'est une illusion. On vous fait croire qu'il faut porter la Tour Eiffel à bout de bras. Ouais. Voilà. On a focalisé notre regard, on nous a conditionnés. Et on nous fait croire qu'il faut faire comme ça. Et non, il suffit simplement de dire non, il faut se recentrer sur soi. Se dire mais moi qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi je serais obligé de faire ça? Pourquoi on me dit que c'est le chemin que je dois prendre et que c'est cette mission-là que je dois réaliser? Le problème, c'est qu'on nous a tous séparés les uns des autres. Voilà, exactement. C'est ça le problème. On a créé différentes castes. Il va y avoir la caste des gens aisés, celles qui sont riches, les dirigeants, la caste des gens aisés, la caste... il va y avoir des chefs d'entreprise, il y a la caste de... Voilà, et puis il y a la caste des pauvres, il y a la caste... On nous a séparés. Et donc, il n'y a plus de rapport humain. Tout à fait. Et c'est pour ça que... même au niveau de la société, les castes ne se mélangent pas les unes aux autres. Ah non. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est dommage, parce que la seule chose qui compte, c'est justement ce lien d'amour qui est gratuit, ce que je fais de manière gratuite et avec le cœur. Tout ça a été fait exprès de toute façon. Oui. Mais comme je pense que c'est le bien qui triomphe toujours, je pense qu'il va se passer quelque chose et que ça va exploser tout ça. Oui, c'est prévu. Didier Giraud, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons médiumnité en compagnie de Didier Giraud. C'est la dernière partie de la clé du mystère. Alors pour terminer sur une note positive, de l'autre côté, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus tangible? C'est ce qu'on nous dit ici, les intervenants nous disent que ceux qui font des OBE, des NDE, c'est beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible, beaucoup plus lumineux qu'ici. Oui, c'est incroyable. Vous avez même des couleurs de l'autre côté qui n'existent pas ici. Tout est lumineux de l'autre côté. C'est-à-dire que quand vous regardez un brin d'herbe, le brin d'herbe il est vert. Oui. De l'autre côté, quand vous regardez un brin d'herbe, c'est un petit peu comme si le brin d'herbe verte, c'était une lumière verte. Ça irradie de la lumière. C'est incroyable. Quand j'en suis revenu, moi, de cette fameuse nuit où on m'a montré, l'explication que je donnais, c'est un petit peu comme si, vous savez, il existe des ampoules de couleurs. Oui. Des spots, voilà. Eh ben, un brin d'herbe, c'est comme s'il était composé de millions de spots. C'est très lumineux, c'est très joli. Ici, les couleurs sont ternes, elles sont pas colorées. Mais c'est vrai, ouais. C'est ça qui est incroyable. Oui, tout est beaucoup mieux de l'autre côté. Tout est symphonie, tout est douceur, tout est légèreté, tout est plénitude. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est vraiment instantané, à condition d'avoir une conscience ouverte et de pas trop culpabiliser de ce qu'on a pu faire sur Terre. Oui, et savoir se pardonner. Ce qui nous empêche d'évoluer de l'autre côté, c'est notre propre culpabilité. C'est pour ça que
je disais tout à l'heure, il n'y a pas pire juge que soi-même. Personne ne nous en veut de l'autre côté. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire qu'on nous aime sans condition. Peu importe qui on a été, peu importe ce que l'on a fait, on est aimé. Mais quand vous n'êtes pas fier de vous, quand vous prenez conscience de tout cet amour qui existe, ça vous renvoie la bassesse que vous avez pu avoir dans votre vie terrestre, et vous avez le sentiment de ne pas mériter tout ça. Finalement, cet amour-là devient une souffrance. Faut savoir se pardonner et dire, bon, je vais essayer de me corriger. Exactement. En fait, les personnes qui sont dans le bas astral, ça veut dire qu'elles sont encore empreintes de leur ego. Oui. Bon. Une personne qui est dans l'ego, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts. Voilà. Et qui va toujours chercher des justifications. Et qui va te fournir des explications. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que lui avant il avait fait ceci, c'est à cause d'un tel, et puis là ça s'est pas passé comme je voulais. Alors, non, on ne demande pas de nous justifier. On nous montre les choses, sans nous juger, sans nous condamner, pour nous montrer là où on a eu tort. Et quand on comprend une erreur, on l'accepte, on se pardonne, et on se fait une simple promesse. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Exactement. D'ailleurs, Nicole expliquait justement qu'elle s'était assise au bord d'un ruisseau, d'une rivière, et elle voyait la vie en tout, que les gouttes d'eau étaient c'était comme des pierres précieuses. Oui, tout vibre. Tout vibre. Tout vibre, tout est amour, tout est vivant, tout est rayonnant. C'est incroyable. Il y a vraiment une beauté magnifique. En fait, il suffit simplement, pour comprendre tout ça, d'observer un enfant. Un enfant est capable d'admirer une fourmi. Oui. De suivre son parcours pendant 20 minutes. Il est capable de toucher de l'herbe. Il y a beaucoup d'enfants qui mettent les choses à la bouche. C'est vrai, oui. Et il y a des enfants qui peuvent être émerveillés, qui vont regarder des feuilles d'un arbre avec des grands yeux émerveillés. Là, ils découvrent. Nous, à l'âge que l'on a, on est habitué, il n'y a plus cette notion de découverte, on n'est plus émerveillé. Oui, quelque part, on était aussi massacré par le système dans lequel on vit. Tout à fait. Petit à petit, on a notre conscience qui s'endort et on n'arrive pas réellement à prendre conscience de la beauté du monde tel qu'il est, parce que le monde est beau. Ah oui, mais absolument. On focalise notre attention sur des choses inaccessibles et illusoires. Idiote, ouais. Et donc du coup, de l'autre côté, l'enfant, l'émerveillement qu'un enfant peut avoir en découvrant le monde terrestre, de l'autre côté, on est dans cet émerveillement constant. Est-ce que vous donnez des conférences? Oui, beaucoup. La prochaine conférence que je donne, justement, j'ai reçu un texto de la secrétaire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Madeleine? Elle me dit qu'ils nous attendent avec impatience, et ça sera justement à Avignon. Donc j'aime bien la synchronicité. J'ai expliqué un petit peu le message que j'avais reçu de mes guides. Et comme par hasard, la prochaine conférence, c'est justement l'association Les Roses à Avignon. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Alors, non, pas particulièrement, parce que un message, ça serait donner une directive. Et non, moi je pars du principe que chacun doit se recentrer sur soi, et chacun fait comme il peut. Voilà. D'accord. C'est à chacun de sentir ce qu'il peut faire, même s'il a le sentiment que c'est dur. Mais il faut que ce soit une prise de conscience intérieure. Je ne vais pas donner un message bateau, aimez-vous les uns les autres. C'est facile à dire, c'est plus difficile quand on est au volant de sa voiture et qu'on a risqué sa vie parce qu'il y en a un qui vous a coupé la route. Non, mais simplement, il y a des gens qui sont inquiets, qui se posent des questions, et puis qui sont un peu ballottés dans cette société, qui n'ont pas le temps de réfléchir, et qui tournent un peu en boucle. Par rapport à l'au-delà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce que vous avez des projets? Deux projets particuliers. Je suis sur ma petite barque et puis je la laisse glisser et je vais là où elle m'emmène. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, laportedelame.free.fr. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? J'explique un petit peu ma vocation, comment j'en suis arrivé à exercer l'activité de médium. On y trouve mes conférences, il y a mon agenda pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous, comme ça leur permet immédiatement de savoir s'il y a un créneau qui leur convient, et puis on m'envoie le mail en me faisant une proposition, et après moi je mets mon agenda à jour. Il y a mes conférences également qui sont affichées, il y a mes tarifs, voilà. Merci Didier Géraud d'avoir participé à la Clé du Mystère, c'était un plaisir, bon courage pour la suite et à très bientôt. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.